Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. J'ai la lourde tâche de stimuler vos connaissances et vos savoirs. Donc, je vais essayer de faire ça de bon matin un lundi. Je vais surtout essayer de vous montrer un peu là où on en est, nous, de la compréhension du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant, et notamment du très jeune enfant, donc du bébé, en essayant de vous montrer qu'effectivement, des choses que évidemment, intuitivement, vous touchez du doigt, mais l'idée qu'ils ont une intelligence beaucoup plus complexe qu'on ne peut le penser. Je vais vous montrer que c'est vrai dans le domaine émotionnel, dans le domaine socio-émotionnel, mais que c'est vrai aussi dans le domaine cognitif. Et puis ça m'amènera aussi à interroger finalement la question des inégalités qui se créent très tôt. Vous verrez que c'est vrai aussi de l'effet du cerveau de l'effet de l'environnement sur le cerveau, d'où la notion des 1000 premiers jours et des enjeux de cette premier environnement dans lequel le cerveau va être sculpté finalement par les caractéristiques de cet environnement. Alors j'ai mis 0-6 ans parce que la particularité du laboratoire, on fait beaucoup de travaux sur les 3-6 ans. Donc je vais beaucoup vous parler de 0-3, mais je vais aussi vous montrer quelles sont les implications pour les 3-6 ans. Parce que c'est aussi l'enjeu de le comprendre finalement dans une dynamique du développement qui ne s'arrêterait pas à 3 ans. C'est-à-dire que le risque aussi, c'est quand on parle beaucoup et quand on met la focale sur les 1000 premiers jours, on pourrait se dire qu'ensuite, il n'y a plus rien qui se passerait. Alors, il y a plein de choses qui se passent. En fait, on n'a pas du tout fini son développement à 3 ans. Il y a énormément de choses qui se passent. Et c'est aussi pour vous une façon de se déculpabiliser. Il y a plein de leviers après 3 ans. Hein. Je veux dire, le cerveau reste éminemment plastique. On peut finalement compenser pour plein de situations qui ont pu être complexes dans cette période des 0-3 ans. Et ça serait un peu fataliste de dire que tout est joué avant 3 ans. Alors, je sais que c'est un peu parfois le discours qu'on peut entendre. En fait, rien n'est joué avant 3 ans. C'est-à-dire que si vous regardez le développement cérébral, alors ce développement cérébral, ça a été très bien dit tout à l'heure dans ce très joli texte, il est fait effectivement de 2 grandes phases. Une première phase dans laquelle on va multiplier les connexions entre les neurones, c'est l'ouverture des possibles. C'est la phase finalement dans laquelle vous agissez avec les enfants. C'est toute cette phase d'ouverture des possibles. Ils ont un cerveau finalement qui va multiplier les connexions. Alors la particularité, c'est que le cerveau humain, il se définit aussi par le fait qu'il ne se développe pas exactement au même rythme dans les différentes régions cérébrales. C'est déjà un tissu biologique extrêmement compliqué, complexe, 86 milliards de neurones, je ne sais pas si vous donnez l'idée, c'est 10 fois plus que toute la population mondiale, connectés entre eux par 1 million de milliards de connexions. Je ne sais même pas très bien ce que ça veut dire 1 million de milliards de connexions. Mais ça veut dire que c'est un système très 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 complexe. Et pour rajouter un peu de complexité, en plus, ces différentes régions cérébrales se développent à un rythme un peu différent. Donc si vous regardez les courbes de croissance, c'est un peu comme dans un carnet de santé, sauf qu'au lieu qu'il n'y ait qu'une seule courbe, par exemple pour le poids ou pour la taille, pour le cerveau, il y en a plusieurs, parce que ces différentes régions cérébrales se développent à des rythmes un peu différents. Donc il y a toujours 2 grandes phases dans ce développement cérébral. Une première phase, et vous êtes sur la période 0-3 ans là, où finalement on va multiplier les connexions entre les neurones. Donc plus on a un environnement enrichi, plus on va permettre finalement des connexions multiples entre les neurones. Donc ça, c'est la première phase du développement cérébral, c'est l'ouverture des possibles. Et puis après, le cerveau, ça devient un système expert, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il se spécialise pour fonctionner de façon plus efficace et d'être le plus adapté possible à l'environnement dans lequel se développe l'enfant. Et donc la deuxième grande phase du développement cérébral, quel que soit le système ou les régions considérées, c'est finalement de sélectionner. Alors c'est pas tant de détruire c'est dur, détruire. Non, c'est sélectionner. C'est-à-dire que finalement, il y a certaines connexions qu'on va moins renforcer, et comme elles sont moins renforcées, oui, à terme, elles vont disparaître, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impossibilité à d'autres phases de la vie de recréer des connexions entre les neurones. Et l'apprentissage, c'est pas simplement créer des nouveaux neurones, c'est créer des nouveaux neurones, créer des nouvelles connexions ou faire disparaître des nouvelles connexions, c'est aussi trouver des nouveaux chemins en fait dans le cerveau de l'enfant. Et donc quand on dit parfois de façon un peu comme ça imagée, on laisse des traces dans le cerveau de l'enfant, c'est pas du tout imagé quand on dit on laisse des traces dans le cerveau de l'enfant. Normalement, si je fais bien mon travail dans ces 45 minutes qu'on va passer ensemble, votre cerveau ne sera plus jamais le même. Et ça vous fait rire, mais en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que si vous avez acquis des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, votre cerveau se sera transformé. C'est vrai à vos âges, à nos âges canoniques, ça prend un tout petit peu plus de temps que chez l'enfant très jeune. Mais chez l'enfant très jeune, ce cerveau va être en permanence en pleine mutation. Et c'est extrêmement important d'avoir ça en tête quand on est un professionnel qui agit auprès de la petite enfance ou auprès des enfants plus âgés. C'est que finalement, on est face à des cerveaux qui passent leur temps à changer. Et c'est aussi des choses qu'il faut que vous arriviez à véhiculer
vis-à-vis des parents, et notamment les parents les moins favorisés, parce qu'ils ont des conceptions finalement beaucoup plus fixées que nous le pensons sur le développement de leur enfant. C'est-à-dire qu'ils sont assez fatalistes. Ils pensent que finalement, on ne peut pas faire grand-chose pour devenir plus intelligent, on ne peut pas faire grand-chose pour développer certaines compétences. Et la première chose qu'il faut essayer de développer chez ses parents, c'est finalement la simple idée qu'on peut toujours changer, on peut toujours progresser, on peut toujours apprendre. Et c'est un préalable en fait à tous les autres apprentissages. C'est-à-dire que si je suis persuadé que je ne peux rien faire pour changer, il n'y a aucune chance que je puisse être persévérant et que je m'engage finalement dans ces apprentissages. Donc c'est pas comme ça quelque chose, finalement, c'est bien d'avoir des connaissances sur le cerveau, c'est qu'en fait, ça impacte fondamentalement l'engagement même dans les apprentissages. La deuxième chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce cerveau, il ne se développe pas que dans la période 0-3 ans. Il se développe pendant plus de 20 à 25 ans. Donc, pas de crainte non plus. Effectivement, cette période des 0-3 ans, elle est très importante. C'est une période pendant laquelle le cerveau est dans une phase de développement extrêmement rapide. Pour vous donner une idée, quand on dit extrêmement rapide, il se crée parfois à l'échelle de quelques minutes des centaines de milliers de connexions entre les neurones. C'est absolument vertigineux. On est face à un système d'une plasticité incroyable qui lui donne des opportunités d'apprentissage sans nul autre pareil. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à apprendre aussi rapidement. Quand on se reprend cette période 0-3 ans, 0-2 ans, ils apprennent à marcher, ils apprennent à reconnaître des émotions, ils apprennent à interagir avec les autres, ils apprennent la motricité fine, la marche. C'est absolument incroyable tout ce qu'on apprend dans cette période de temps. Et ça, c'est en partie sous-tendu par le fait que notre cerveau, à ce moment-là de la vie, on dit qu'il est plastique. Donc plastique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a cette capacité de se transformer très, très, très rapidement au cours de nos apprentissages. Et tout apprentissage, c'est finalement un jeu de transformation du cerveau. Dès qu'on apprend, dès qu'on va acquérir une nouvelle compétence, on transforme en réaction son cerveau. Et c'est vrai pour tout type d'apprentissage. Ce n'est pas vrai uniquement pour les apprentissages cognitifs. C'est-à-dire que souvent, on a un peu cette idée que c'est uniquement pour l'intelligence. Pas du tout. Si vous regardez même chez l'adulte, on peut complètement sortir du développement cérébral. On peut regarder même chez l'adulte, parce qu'en tant qu'adulte, on est encore capable d'apprendre. On apprend un peu moins vite, mais on apprend quand même. Ce mécanisme d'apprentissage, il est sous-tendu par de la plasticité cérébrale. Et c'est vrai aussi pour des compétences sensorimotrices, exactement celles qu'on développe en partie chez les enfants de 0-3 ans. Par exemple, cette étude montre que quand on apprend à des jeunes adultes qui ne savaient pas jongler à jongler pendant 3 mois, vous avez des modifications avant, après apprentissage du jonglage, non seulement de la façon dont ce cerveau va fonctionner, mais encore plus frappant, ça va aussi impacter l'architecture même du cerveau. C'est-à-dire que l'architecture du cerveau, la structure du cerveau, passe son temps à se transformer du fait de l'acquisition de nouvelles compétences. Ici, typiquement, ce que vous voyez en jaune, c'est des modifications du volume de certaines régions cérébrales et en partie dans la partie postérieure du cerveau qui est impliquée dans votre capacité à suivre plusieurs objets en mouvement dans votre champ visuel. Typiquement, une des compétences que vous apprenez ou que vous allez acquérir au cours de l'apprentissage du jonglage. Dernière chose, cette période des 0-3 ans, effectivement, elle se caractérise par une plasticité très forte. Ça veut dire que ça nous donne des opportunités, mais ça crée des facteurs de vulnérabilité. Parce que si mon cerveau est très plastique, ça veut dire que des environnements qui sont non optimaux vont avoir des impacts très forts sur le développement cérébral. Et vous verrez que c'est vrai dès, en fait, quasiment quelques mois après la naissance, et on peut maintenant même, en faisant de l'imagerie in utero, montrer que c'est vrai aussi à l'intérieur du ventre de la mère. C'est-à-dire que le milieu social d'origine, par ses caractéristiques, impacte le développement cérébral et donc les apprentissages de l'enfant. Et juste une petite note quand même positive là-dessus, c'est que cette période de 0-3 ans, certes, c'est une période de plasticité forte et de sensibilité à l'environnement, mais ce n'est pas la seule au cours du développement de l'enfant. Il y a d'autres périodes de sensibilité qui sont quasiment aussi fortes à l'environnement au cours du développement cérébral, et notamment la période de l'adolescence. Ce n'est pas l'objet de ma conférence ici, mais c'est simplement, restez pas trop fixés sur cette idée des 1000 premiers jours. Oui, certes, il y a un enjeu des 1000 premiers jours, mais il y a d'autres moments de la vie dans lesquels le cerveau est très plastique, et il n'y a pas de déterminisme biologique. Au même titre qu'on aimerait qu'il n'y ait pas de déterminisme social. Mais en tout cas, d'un point de vue biologique, il n'y a pas de déterminisme. On a toujours des leviers pour compenser pour des environnements qui n'ont pas été optimaux au début de la vie. Et c'est vrai, notamment parce que ce cerveau se développe pendant plus de 20 à 25 ans. Donc on a des fenêtres d'opportunité pour compenser pendant très longtemps. Donc certes, il faut que vous créez le meilleur environnement possible pour l'enfant, mais il y a d'autres périodes et tout ne repose pas sur vos épaules. C'est ça que je veux vous dire aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, ces bébés incroyables? Mais vous le savez qu'ils sont incroyables. Mais en fait, ils font des choses parfaitement incroyables, notamment dans le domaine de la prosocialité.
et de l'acquisition des compétences sociales. Alors, très tôt, par exemple, ils vont être en mesure de comparer et de distinguer différents types de comportements des agents dans leur environnement. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Alors, comment on montre ça? On va s'intéresser à la façon dont le bébé va regarder différents types de situations. Donc là, c'est une situation très simple. Vous avez une petite forme géométrique qui essaye péniblement de gravir une petite colline. Et puis, on va avoir deux personnages qui vont avoir deux types de comportements. Un carré bleu qui va avoir un comportement prosocial, il va aider cette forme géométrique à gravir la colline. Et puis, vous allez avoir d'autres agents qui vont avoir des comportements un peu moins prosociaux. Ce petit triangle jaune va empêcher cette petite forme géométrique de gravir la colline. Et ce qui nous intéresse, nous, au laboratoire, dans les laboratoires de psychologie, c'est de regarder simplement, déjà dans un premier temps, est-ce qu'ils sont capables de discriminer ces deux comportements. C'est très simple comme comportement. Ils se ressemblent beaucoup, en fait. La seule chose qui change, c'est vraiment les interactions sociales entre ces deux objets. Alors qu'on a humanisé en mettant des petits yeux. Et ce qu'on montre, c'est qu'effectivement, dès 4 mois, le bébé est capable de distinguer ces deux types de comportements, un comportement prosocial et un comportement antisocial. Donc gardez ça en tête. Le développement de la socialité, de la socialisation chez l'enfant et ces structures de socialisation, elles ne se développent pas à partir de rien. Ne croyez pas qu'il faut qu'il rentre en collectivité pour enfin développer des compétences sociales. Pas du tout. En fait, dès la naissance, ou très tôt en tout cas, ils ont déjà la capacité de distinguer différents types de comportements dans leur environnement. Alors, souvent, on me dit, oui, mais est-ce que c'est parce que c'est un carré bleu ou un triangle jaune? Alors, c'est juste, il y a un truc qu'on sait à peu près faire en sciences. On sait, en gros, contrôler pour tous les facteurs qui pourraient expliquer ce qu'on observe comme comportement. Donc, tout est contrebalancé, ne vous inquiétez pas. Des fois, c'est le triangle jaune qui a eu un comportement prosocial. Des fois, on n'utilise pas un carré jaune. Tout ça, on sait faire à peu près. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire, mais ça, on sait à peu près faire. Et puis, je vais vous montrer que ça va un peu au-delà. Est-ce qu'on peut montrer que les bébés ont des préférences pour les personnes dans leur environnement qui ont des comportements prosociaux? Ça, c'est encore plus intéressant, parce que là, ça nous montrerait que finalement, ils sont dotés très tôt de la capacité à reconnaître dans leur environnement les gens qui ont des comportements prosociaux et ceux qui ont des comportements un peu moins prosociaux. Donc, est-ce qu'on peut lancer la deuxième? Et je crois qu'il faut qu'on... Voilà. Donc, c'est une petite situation toute simple. Vous voyez, cette petite peluche a du mal à ouvrir cette boîte. Et on a deux autres petites peluches sur la scène. Une première qui a un comportement prosocial, donc qui a aidé cette première peluche à ouvrir la boîte, et puis une deuxième peluche qui va, vous allez voir, a un comportement beaucoup moins prosocial. Elle va empêcher cette première peluche d'ouvrir la boîte. Et puis on va regarder simplement, est-ce que le bébé peut finalement exprimer une préférence pour l'une ou l'autre de ces deux peluches? Et ce que vous allez voir, c'est qu'il choisit dans 80 à 90% des cas la peluche qui a eu un comportement prosocial, c'est-à-dire celle qui a aidé une autre peluche. Donc ça veut dire que la prosocialité, les comportements altruistes des enfants, ils se construisent extrêmement tôt. Mais si on y pense, c'est tout à fait normal. C'est normal que les bébés très tôt soient dotés finalement d'un système socio-émotionnel qui leur permette de reconnaître dans l'environnement les personnes qui ont des comportements prosociaux, simplement parce qu'ils ont besoin de ces personnes pour répondre à leurs besoins primaires. C'est-à-dire que s'ils n'étaient pas en mesure de savoir vers qui se tourner, ils se retrouveraient très rapidement dans une situation de danger par rapport à eux-mêmes. Donc c'est d'une certaine manière assez logique qu'ils disposent très tôt, finalement, d'un système cognitif et d'un système socio-émotionnel qui leur permettent de reconnaître, finalement, des actes prosociaux. Donc, encore une fois, retenez cette idée. Bien sûr qu'on participe à la socialisation de l'enfant, mais on n'y participe pas à partir de rien. C'est-à-dire qu'il vient au monde, finalement, très tôt, avec des structures neurocognitives et socio-émotionnelles qui lui permettent, finalement, de développer toutes les compétences que vous développez avec lui. Ce n'est pas une tabula rasa, le bébé, c'est ça que j'essaye de vous dire. Il vient au monde avec déjà des compétences précoces assez incroyables. Et puis, il est même capable de faire des choses un peu plus incroyables. Vous savez, par exemple, qu'il très tôt, il va pouvoir reconnaître des émotions. Il le fait de façon extrêmement précoce, entre 0 et 12 mois. Il va pouvoir très tôt reconnaître tout ce qu'on appelle les émotions primaires, en regardant les visages, mais pas seulement. La simple intonation de la voix lui suffit à détecter la situation émotionnelle dans laquelle il se trouve. Donc ça, c'est la période 0-12 mois. Et puis à partir de 12 mois, il va reconnaître des émotions un peu plus complexes. Le dégoût, la honte. Dès 12 mois, il est déjà capable de ressentir, ou en tout cas de reconnaître, des situations dans lesquelles on pourrait avoir des situations qui relèvent plutôt d'émotions sociales, puisque la honte, typiquement, c'est une émotion sociale. Puis vous savez aussi que
progressivement, il va développer des compétences finalement qui va lui permettre de créer tous les fondements de sa capacité à être empathique, notamment l'attention conjointe. Et vous savez aussi que c'est des compétences qui se développent à travers le temps, de façon graduée. Dans un premier temps, on a juste la capacité, les enfants vont pouvoir finalement rentrer en interaction avec les autres par le regard. Puis, on va avoir une première étape vers 9-12 mois où on pourra initier l'attention de l'enfant en regardant un objet spécifique, d'où le pointage et l'importance du pointage dans ces situations-là. Et entre 11 et 14 mois, ils vont être capables d'être en situation d'attention conjointe. C'est-à-dire qu'ils vont regarder là où la personne regarde et ils vont regarder ce même objet. Et donc, dans ces cas-là, on est en attention conjointe. Et puis ensuite, vers 13-15 mois, ils ont même la capacité de regarder quand est-ce que l'attention de la personne avec qui ils interagissent va se décrocher de l'objet et se repositionner sur l'objet. Ils vont suivre finalement cette fluctuation de l'attention de la personne avec laquelle ils sont en train d'interagir. C'est tôt, hein. C'est-à-dire très tôt, ils sont capables déjà de faire des choses absolument incroyables du point de vue de la reconnaissance des émotions. Mais si on regarde, encore une fois, c'était simplement pour vous dire que tout ne s'arrête pas à 15 mois. Il y a plein de choses qui se passent finalement dans toute cette première période en termes de reconnaissance des émotions, en termes de développement de ces compétences de socialité. Si vous prenez cette ligne qui va de 0 à 4 ans, entre 0 et 4 ans, on va développer la contagion émotionnelle, le mimétisme facial, ça c'est dans les premières années de la vie, qui vont nous permettre progressivement de se différencier soi-même par rapport aux autres, puis finalement de pouvoir développer des compétences relatives à l'empathie affective et toutes les compétences qui nous permettent d'accéder à l'empathie cognitive. Mais simplement, l'empathie, elle émerge très tôt en fait au cours du développement. Dès 18 mois, on a déjà les premiers signes de l'empathie affective. Donc c'est encore une fois des choses qu'ensuite on peut développer évidemment tout au long de la vie, et c'est ce qu'on voit sur ce graphique, c'est-à-dire que l'empathie, par exemple, elle se développe de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Puis bon, quand on devient un peu plus âgé, cette empathie a tendance à diminuer un peu. Manque de flexibilité parfois de nos cerveaux un peu plus âgés. Donc c'est toujours du temps court et du temps très long, le développement. Bien sûr, il y a cette période 0-3 ans sur laquelle vous agissez, mais gardez en tête qu'il y a des prolongements du développement sur toute cette période qui va jusqu'à la fin de la vie. Alors, ils font des choses incroyables d'un point de vue émotionnel, mais ils font aussi des choses incroyables d'un point de vue cognitif. Ils sont capables de choses dont on ne les soupçonnerait pas. Ils sont capables, par exemple, de faire des opérations arithmétiques simples, ou d'avoir des attentes, en tout cas, vis-à-vis des opérations arithmétiques simples, dès 4 mois après la naissance. Alors, comment vous pouvez tester ça? Évidemment, vous n'allez pas leur poser la question. Mais donc, vous allez créer une petite scénette dans laquelle vous allez créer un petit théâtre, vous allez faire monter un petit personnage sur cette scène, puis vous allez faire remonter un cache, donc le personnage maintenant est caché derrière ce petit volet, et vous allez faire rentrer un deuxième personnage, donc le bébé voit un deuxième personnage qui vient se placer derrière le cache, et ensuite vous créez, évidemment comme vous ne pouvez pas demander à l'enfant si 1 + 1 est égal à 2, vous allez créer une situation dans laquelle quand vous allez révéler le nombre de personnages derrière le cache, ça va être soit conforme avec les attentes que nous pouvons avoir vis-à-vis de l'addition, 1 + 1 = 2, ou alors ça va être en contradiction avec les attentes de l'addition, donc vous n'aurez qu'un seul personnage derrière le cache ou 3 personnages derrière le cache. Et on regarde simplement, est-ce que le bébé va regarder plus longtemps l'une des situations par rapport à l'autre, et notamment celle qui n'est pas conforme aux attentes vis-à-vis de l'addition. Et donc ça nous permet, nous, de faire une inférence et de dire, donc ça veut dire que les bébés à 4 mois ont bien des attentes vis-à-vis de l'addition, et vous pouvez faire exactement la même chose sur la soustraction. Et effectivement, à 4 mois, les bébés ont déjà des compétences proto-mathématiques, ça veut dire qu'ils sont déjà en mesure, finalement, d'avoir des attentes vis-à-vis de l'addition et de la soustraction. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont déjà une intelligence extrêmement abstraite. Vous pouvez faire des choses incroyables avec des bébés. Ils passent leur temps, finalement, à être des petits scientifiques dans le berceau, des petits mathématiciens, des petits psychologues, et ils passent leur temps à faire des hypothèses. Alors certes, vous ne pouvez pas forcément leur demander ce qu'ils sont en train de penser, mais en fait, par le regard, ils passent leur temps à faire des petites hypothèses et ils regardent si ces hypothèses sont confirmées ou non. Et c'est comme ça qu'ils développent aussi en partie leur intelligence. Ce n'est pas que par votre interaction de tutelle. C'est des systèmes d'apprentissage d'une efficacité incroyable. Et ils passent leur temps, effectivement, à faire des tests d'hypothèses et de regarder si ces hypothèses sont confirmées ou non. Et donc, plus l'environnement est riche, plus ils peuvent faire d'hypothèses, et donc plus ils peuvent développer leur structure cognitive et leur structure socio-émotionnelle. Et c'est ça tout l'enjeu, en fait, de l'accompagnement de l'enfant dans ces moments-là. Mais ils peuvent faire encore plus incroyable. Ils peuvent même faire des choses dont on pensait que
Seuls les adolescents étaient capables, au cours du développement, ils sont capables de faire du raisonnement inférentiel bayésien. Et ça, c'est hyper abstrait. Il n'y a pas beaucoup plus abstrait que le raisonnement inférentiel bayésien. Je vous explique comment ça marche, comment on montre qu'ils sont capables de développer ce type de compétences. Imaginez la situation suivante. Vous êtes l'expérimentatrice est en bleu. Elle a devant elle une boîte et elle va faire un tirage dans cette boîte. Mais évidemment, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc elle met sa main dans la boîte, pof, elle sort une bille rouge. Elle la pose à côté de la boîte. Elle remet sa main dans la boîte, pouf, elle sort une deuxième bille rouge. Elle recommence, troisième bille rouge, quatrième bille rouge, et puis la cinquième bille qu'elle tire, c'est une bille blanche. En vous disant simplement cela, votre cerveau est déjà en train de faire une inférence. Il se dit, bon, mais a priori, dans cette boîte, il doit y avoir quand même beaucoup de billes rouges et peu de billes blanches. Sinon, ce n'est pas normal d'aboutir à ce type de tirage. Encore une fois, avec un bébé, vous ne pouvez pas lui poser la question. Donc, vous allez créer une situation expérimentale dans laquelle vous allez créer une situation dans laquelle, quand vous allez ouvrir la boîte, ça va être conforme au tirage que vous avez opéré, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de billes rouges et peu de billes blanches, ou en contradiction avec le tirage que vous venez d'opérer, c'est-à-dire vous aurez beaucoup de billes blanches et peu de billes rouges. Et à 4 mois, ce que vous pouvez montrer, c'est qu'effectivement, quand il y a une contradiction entre le tirage que vous venez d'opérer et la proportion de billes rouges et blanches dans l'urne, le bébé va regarder un peu plus cette situation que quand la situation aboutit à un tirage qui est cohérent avec la proportion de billes rouges et blanches. Donc ils font du raisonnement inférentiel bayésien. Ils partent du résultat du tirage et ils font une inférence sur la proportion de billes rouges et blanches. S'ils font ça à 4 mois, on peut introduire des choses extrêmement complexes avec des bébés. On n'a pas besoin d'attendre un hypothétique stade de développement de ces bébés. Il n'y a pas de stade. C'est ça, en fait, la grande découverte qu'on a fait dans nos laboratoires, c'est qu'il n'y a pas de stade de développement comme le pensait Piaget. Pendant très longtemps, on vous a dit, oh, vous savez, entre 0 et 18 mois, c'est essentiellement une intelligence sensorimotrice. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ils ont des capacités absolument incroyables. Donc ne vous limitez pas, vous pouvez faire plein de choses. C'est pour ça que ça marche si bien, l'éveil artistique et culturel. C'est parce que c'est des machines de guerre d'un point de vue cognitif et socio-émotionnel. Ils sont capables de faire des choses absolument incroyables. Certes, ils n'ont pas encore accès au langage, mais ils sont capables de penser extrêmement complexes. Et donc, il ne faut pas s'inhiber de ce point de vue-là. On peut y aller, on peut aller travailler sur des choses extrêmement complexes avec les bébés parce qu'ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Et donc, ce qu'on a montré au laboratoire et dans d'autres laboratoires, c'est qu'en fait, il n'y a pas de stade de développement. Il n'y a pas d'abord l'intelligence sensorimotrice, puis l'intelligence concrète, puis l'intelligence abstraite. Tout ça, c'est un peu plus bordélique qu'on ne le pense. Et la réalité, c'est que tous les enfants du monde ne passent pas par les mêmes stades au même âge. D'une part, parce qu'il n'y a pas de stade, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis, deuxièmement, qu'il suffit de passer quelques minutes dans vos structures et ou dans une classe pour se rendre compte que non, tous les enfants du monde ne passent pas tout à fait par les mêmes stades au même âge. Il n'y a que de l'hétérogénéité. Et la norme du développement, et c'est ça qui est difficile, c'est que même très jeune, ce que vous faites tous les jours en tant que professionnel, c'est gérer l'hétérogénéité du développement et des apprentissages des enfants que vous avez face à vous. Mais c'est ça la norme du développement. N'attendez pas un hypothétique stade de développement, il n'arrivera pas, il n'existe pas. Vous n'avez que de l'hétérogénéité. Il y a de l'hétérogénéité des trajectoires développementales, l'hétérogénéité des trajectoires d'apprentissage. Mais ça ne vous empêche pas, finalement, d'essayer de travailler sur des mécanismes qui sous-tendent ces trajectoires différenciées d'apprentissage et de développement, parce que c'est tous les mécanismes, par contre, ils sont tous les mêmes. Et quels sont les mécanismes qui sont importants dans les premières années de la vie pour sous-tendre le développement cognitif et socio-émotionnel du très jeune enfant? Il y a évidemment le langage, ça vous y êtes fortement sensibilisé. Il y a le domaine sensorimoteur, c'est extrêmement important de travailler la sensorimotricité des enfants. Mais il y a aussi tous les mécanismes qu'on appelle les mécanismes d'autorégulation. Et ça, c'est des mécanismes qui sont absolument critiques, que l'enfant doit acquérir, parce qu'on sait que c'est les mécanismes qui sont très prédictifs ensuite de sa capacité à être bien adapté à l'école, de bien réussir à l'école, mais aussi de bien réussir dans la vie. Et ces mécanismes d'autorégulation, c'est ce qu'on appelle la régulation émotionnelle, la régulation des comportements et la régulation, et ça parfois on l'oublie un peu, aussi des stratégies qu'il utilise dans le domaine cognitif. Et donc c'est ces 3 grands domaines qu'il faut réussir en tant que professionnel de la petite enfance à développer chez l'enfant, parce que c'est des mécanismes qui sont extrêmement importants pour tout le reste du développement de l'enfant, et c'est sans doute là aussi des leviers de réduction des inégalités.
Je suis complètement perdu sur le temps. Non, je suis en dérapage ou pas complètement? Bah, pas encore. Normalement, je prévois beaucoup trop de diapositives, mais c'est pas grave. J'ai des moyens de passer mes diapositives ensuite et de retomber à peu près sur mes pieds. Comment on sait que ces mécanismes de régulation sont aussi importants? En fait, on le sait parce qu'il y a un certain nombre d'études qui ont suivi sur des temps extrêmement longs des enfants de leur naissance jusqu'à l'âge adulte. Et ces études, elles sont intéressantes parce qu'elles n'ont pas posé la question qu'on se pose d'habitude dans nos systèmes éducatifs, qui est de savoir comment on fait pour être bon à l'école. Ils se sont posé la question de savoir comment on fait pour aller bien dans la vie. Et en fait, c'est quand même ça l'objectif d'une société. C'est de créer des systèmes de prise en charge de nos enfants, non pas pour qu'ils réussissent bien à l'école, ça on s'en fout un peu, mais pour qu'ils réussissent bien dans la vie. Et donc cette étude, elle regarde finalement quels sont les marqueurs, quels sont les facteurs qui permettent, une fois qu'on est adulte, d'être en bonne santé, parce que c'est aussi un enjeu, en bonne santé physique, en bonne santé mentale, ressentir du bien-être et d'être épanoui professionnellement et personnellement. Donc c'est ça l'enjeu finalement de cette étude. Et quand ils regardent les facteurs qui expliquent ça, paradoxalement, alors que le meilleur prédicteur de votre réussite dans notre système éducatif, c'est le quotient intellectuel, que vous pouvez mesurer à 3 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans. Vous pouvez regarder la courbe de développement du quotient intellectuel. Plus vous avez un bon quotient intellectuel, plus vous avez de chances de réussir dans notre système éducatif. Et paradoxalement, ce n'est pas le facteur qui vous fait réussir dans la vie. Celui qui vous fait réussir dans la vie, c'est vos capacités d'autorégulation. C'est votre capacité à maîtriser vos comportements, à maîtriser vos émotions et à maîtriser les stratégies que vous utilisez pour apprendre. Donc c'est cela qu'il faut qu'on essaye d'étayer, puisque c'est ceux qui vous permettent finalement de mettre les enfants dans les meilleures situations de réussir d'un point de vue éducatif. Donc c'est ça le véritable enjeu. Ce n'est pas que de développer les structures cognitives des enfants, c'est aussi de développer l'ensemble de leurs structures de régulation émotionnelle, comportementale. Il faut faire les deux. C'est ça le véritable enjeu en fait, de l'étayage de ces enfants pour leur réussite éducative. C'est juste pour vous montrer, je ne suis pas tout à fait dans votre... Je sais que vous êtes sur les 0-3, mais moi je regarde juste quand ils arrivent du côté de l'école, donc quelques mois après qu'ils aient eu 3 ans, si on regarde l'effet du milieu social d'origine sur l'acquisition de certaines compétences qu'on appelle préacadémiques. Mais compétences préacadémiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire les capacités de langage oral et les capacités de comprendre le nombre. Et ce qu'on a étudié dans cette étude, c'est à l'entrée en petite section de maternelle, 4 mois après l'entrée en petite section de maternelle, est-ce qu'il y a un effet du milieu social d'origine sur ces compétences préacadémiques? Je ne vais rien vous révéler de nouveau, il y a des effets extrêmement importants du milieu social d'origine dès qu'on rentre à la maternelle. Dès l'entrée à la maternelle, il y a déjà un effet très profond du milieu social d'origine sur l'acquisition de ces compétences préacadémiques. Ce qui est intéressant, et ce qu'on a testé au laboratoire, c'est est-ce qu'en partie, cet effet du milieu social d'origine sur les compétences préacadémiques, elle vient du fait que ça impacte des compétences du type de celles dont je viens de vous parler, régulation émotionnelle, régulation des comportements, régulation des stratégies d'apprentissage. Et la réponse est oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait que le milieu social d'origine impacte les compétences préacadémiques, c'est parce qu'elle joue sur ces compétences très transversales qui sont impliquées dans tous nos apprentissages, qui relèvent des mécanismes d'autorégulation, régulation des comportements, régulation des émotions, régulation de nos stratégies d'apprentissage. Et donc, ça veut dire que non seulement il faut essayer de développer ces compétences parce qu'elles sont importantes pour mettre les enfants dans une situation de réussite éducative, mais elles sont aussi importantes comme levier de réduction des inégalités éducatives. Et c'est ça ce sur quoi on travaille en ce moment au laboratoire, c'est précisément de dire, est-ce que ce n'est pas finalement l'angle mort de nos systèmes éducatifs, de ne pas avoir travaillé sur ces domaines-là en termes de réduction des inégalités éducatives. Alors, qu'est-ce qu'on sait finalement de ces inégalités éducatives? Ces inégalités éducatives, c'est ce que je vous le disais en préambule, elles impactent très fortement les apprentissages parce qu'elles impactent le cerveau. Alors, encore une fois, nous, on regarde toujours finalement ce qui est un proxy, une approximation des caractéristiques de l'environnement. Donc, on regarde le statut socio-économique, c'est ce qu'on a appelé SSE ici. Mais en fait, le statut socio-économique, c'est une façon de pouvoir finalement caractériser les propriétés intrinsèques de l'environnement dans lequel se développe l'enfant. Et quelle est la particularité de ces environnements moins favorisés? C'est des environnements dans lesquels l'enfant très jeune est plus soumis à du stress chronique.
Ça, c'est une réalité. Si vous êtes dans une famille qui a moins de revenus, si vous avez des risques sur l'emploi des parents, si vous avez des risques de perdre du logement, si vous avez des risques plus importants d'être placé dans une famille d'accueil, ça vous met dans une situation de stress chronique, c'est-à-dire du stress que vous ressentez tous les jours pendant plusieurs années. Et vous, les enfants qui viennent de milieux sociaux défavorisés, c'est ça qui les caractérise. Et la difficulté, c'est que quand on est soumis à du stress chronique, vous savez que vous avez une hormone du stress qui est le cortisol. Ce cortisol, la difficulté qu'on va avoir, c'est qu'il va se fixer sur les régions dans le cerveau humain dans lequel vous avez beaucoup de récepteurs à ce neurotransmetteur en particulier. Donc toutes les régions que vous voyez ici en rouge et en jaune sont des régions qui se caractérisent par une grande concentration en récepteurs à cette hormone qu'est le cortisol, et donc ça affecte le développement de toutes ces régions. Mais ce n'est pas des régions anodines pour les apprentissages. C'est les régions qui sont liées à notre capacité à apprendre le langage, à notre capacité à réguler nos émotions, à notre capacité à mémoriser des informations et à notre capacité à apprendre des règles. Donc en gros, vous touchez tous les systèmes dans le cerveau humain qui sont nécessaires pour les apprentissages. Et ça, c'est vrai dès 4 mois après la naissance. Et si vous rajoutez comme facteur aggravant le fait que c'est souvent des enfants qui dorment moins bien, parce qu'ils sont dans des environnements dans lesquels finalement il y a beaucoup de personnes dans des appartements exigus, donc vous avez des interférences sur le sommeil, donc ces enfants dorment moins bien, et donc ça a un impact sur le développement cérébral et sur la plasticité cérébrale. Et puis c'est des environnements dans lesquels, c'est réinterpréter Bourdieu à la sauce des neurosciences, il y a des différences de capital culturel, d'où l'enjeu de l'éveil culturel et de l'éveil artistique, parce qu'on sait que l'éveil culturel et l'éveil artistique, c'est effectivement un levier d'enrichissement de l'environnement pour le développement cérébral. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence très directe ? Par exemple, si vous regardez le nombre de mots auxquels a été exposé les enfants dans les 36 premiers mois de sa vie, c'est-à-dire juste avant l'entrée à la maternelle, le moment où vous allez les accompagner dans l'entrée dans notre système éducatif, quand ils viennent d'un milieu social favorisé, ici c'est en jaune, on a adressé à peu près 35 millions de mots à ces enfants. Quand ils viennent d'un milieu social défavorisé, c'est 10 millions. Il y a 25 millions de mots de différence qui ont été adressés à l'enfant dans les 36 premiers mois de sa vie. Et évidemment, ça a un effet direct sur son vocabulaire, c'est-à-dire qu'un enfant qui vient d'un milieu social favorisé, il a à peu près 1200 mots dans son vocabulaire quand il rentre à la maternelle. Quand il vient d'un milieu social défavorisé, il en a 525. Quand vous savez que le nombre de mots que vous avez dans votre vocabulaire, c'est ce qui est le plus prédictif de votre capacité à bien apprendre à lire, vous voyez tout l'enjeu que nous avons collectivement à réduire les inégalités dans le domaine de l'apprentissage du langage oral. Parce que si on ne réussit pas cette bataille, globalement, on ne met pas les enfants dans les meilleures situations pour réussir dans nos systèmes éducatifs, mais aussi dans notre société. Si vous ne savez pas bien lire, ça a des impacts sur tout le reste de votre vie, et notamment sur votre réussite éducative. Donc il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen pour que les enfants développent leur langage oral. Alors il y a plein de choses qu'on peut faire, mais je vais m'arrêter sur celle-là parce qu'elle me paraît critique pour vous. La question des interactions. Il reste 5 minutes ? Je vais y arriver. Par une espèce de jeu de... L'interaction. Pour apprendre le langage oral, il n'y a pas d'autre solution que les enfants parlent avec des adultes. Il ne peut apprendre le langage oral que comme ça. Donc il faut multiplier les interactions. Il faut sensibiliser les parents tous les jours au fait qu'il faut qu'ils parlent avec leurs enfants. Ce qui veut dire, et je sais que c'est une question pour vous, sur la question des écrans, le véritable enjeu, c'est la technoférence. C'est le fait que les parents ne doivent pas être sur leurs écrans quand ils devraient interagir avec leurs enfants. Il faut leur dire tous les jours. Et il faut leur dire qu'il vaut mieux qu'ils passent 15 minutes à discuter avec leurs enfants plutôt que de passer 2 heures à côté d'eux pour se donner bonne conscience, à être sur leur portable et en leur répondant « ouais, super, ok », parce que ça servira à rien. Donc il faut essayer aussi de trouver des moments dans lesquels c'est important de faire attention. C'est pas grave, je saute quelques slides, aucun problème. Il faut aussi trouver des moments où c'est important finalement qu'il n'y ait pas d'écran. C'est-à-dire que le temps d'écran, ce n'est pas forcément négativement lié au développement du langage. D'accord ? Quand c'est du temps d'écran des enfants. Par contre, il y a des moments, il semble qu'il y ait des moments intrafamiliales dans lesquels il faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'écran. Et notamment le moment du repas. Et donc, il faut leur dire, parce qu'il faut aussi que ce soit possible de mettre en place ce qu'on leur demande de mettre en place. C'est-à-dire leur dire,
c'est pas d'écran tout le temps. Il y a des moments de socialisation importants dans la famille. Donc, par exemple, pendant les écrans, pendant je vais y arriver, pendant le repas, pas d'écran. Mais pas d'écran, ça veut dire pas de télé allumée en bruit de fond. Pas d'écran du tout. Voilà, et là, on parle avec son enfant. Et comme vous l'aurez maintenant, vous savez que ces bébés sont dotés d'une intelligence absolument extraordinaire, vous pourrez aussi leur dire, mais il faut parler avec votre bébé. Certes, il ne vous répond pas, mais en fait, il vous comprend. Donc, parlez-leur. Et si c'est des familles allophones, surtout, vous leur parlez dans votre langue maternelle. L'enjeu, ce n'est pas que vous leur parliez en français. On s'en fout complètement que vous leur parliez en français. Parce que ce qui est prédictif de votre capacité à bien apprendre à lire, c'est le nombre de mots que vous avez dans votre vocabulaire, toutes langues confondues. L'enjeu de parler en français n'est pas un enjeu. L'enjeu, c'est de parler à l'enfant. Point. Qu'est-ce qu'on sait aussi de... Je vais un peu... parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi ici, donc elle m'a beaucoup... donc voilà, je vous montre une méta-analyse qui est colliger tous les effets de toutes les études. Bon, le temps d'écran, en gros, c'est pas bon pour le développement langagier de l'enfant. Okay, et même la télé allumée en bruit de fond, c'est pas bon pour le développement langagier de l'enfant. Mais tout n'est pas mauvais avec l'écran. Par exemple, le covisionnage, la co-attention sur un même écran entre les parents et les enfants, ça peut être positif pour le développement langagier parce que ça crée des moments d'interaction langagier entre les parents et les enfants. Et puis la deuxième chose, c'est les programmes ludo-éducatifs. Quoi qu'on en pense, ça peut avoir des effets positifs sur le développement langagier de l'enfant. Je ne suis pas en train de vous dire mettez massivement les enfants sur l'écran. Je dis que dans le cadre récréatif à la maison, pas dans la structure d'accueil, mais à la maison, il n'y a pas que des effets négatifs, mais encore une fois, il faut bien sensibiliser les parents sur le fait qu'ils ne peuvent pas laisser leurs enfants en autonomie sur des écrans. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils passent du temps avec eux à regarder un programme s'ils ont décidé de les mettre devant un écran. Allez, rapidement, j'ai fini là-dessus. Il me faut 2 minutes et après j'ai fini. Globalement, ce qu'on est en train de faire, c'est on sait qu'il y a des effets sur le langage oral, on sait qu'il y a des effets sur l'acquisition des mathématiques du fait de l'environnement social qui a des impacts sur le développement cérébral. Ce qu'on a montré avec une de mes étudiantes qui s'appelle Mélanie Pinero, c'est que finalement, ce milieu social d'origine, il impacte le langage oral et les mathématiques parce qu'il impacte finalement chez les enfants très jeunes, et ici on parle des enfants de maternelle, en fait, leur compréhension même des mécanismes de l'apprentissage. C'est-à-dire, quelles sont les stratégies qui me permettent de bien apprendre. Et donc, tout ce qu'on fait en ce moment au laboratoire, c'est d'essayer de former des professionnels. Alors ici, on est des professionnels de la maternelle, mais c'est l'axe 0-6 ans, hein, la petite enfant, donc ils interviennent un peu après vous. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement de regarder dans quelle manière on peut modifier les gestes professionnels des enseignants au service de la réussite de tous les enfants. Ce qui nous intéresse, nous, c'est pas élever le niveau, élever le niveau, élever le niveau, c'est réduire les inégalités, réduire les inégalités, réduire les inégalités. C'est ça le grand enjeu de notre système aujourd'hui, de notre système éducatif notamment. Et donc, on essaye de le faire. Vous avez vu la petite référence à notre ministre ? Ah oui, d'accord. Je voulais savoir si vous m'avez suivi là-dessus. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de former des professeurs. Parce qu'en fait, le véritable enjeu, c'est de former les professionnels. Et de regarder si, en changeant leurs gestes professionnels, on peut potentiellement réduire un peu les inégalités. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de les former à utiliser des gestes professionnels qui permettent de développer les capacités de compréhension des élèves sur les mécanismes qu'ils utilisent au cours des apprentissages. C'est-à-dire, en gros, de faire un truc qui paraît complètement transgressif dans notre école, de leur apprendre à apprendre. Et c'est dingue si on y réfléchit. On a créé un système dans lequel, à aucun moment de la scolarité ou avant la scolarité, on enseigne très explicitement comment apprendre. C'est ça le vrai levier de réduction des inégalités. Parce que c'est totalement distribué de façon inégale dans la population des parents et dans la population des familles. Vous avez plein de familles qui n'ont pas fait des études longues. Comment eux vont expliquer à leurs enfants comment apprendre. Et donc je crois que le grand enjeu, que ce soit pour la période 0-3 ans ou la période 3-6 ans, c'est d'être beaucoup plus explicite sur, finalement, expliquer à l'enfant comment on apprend. Et en fait, c'est un préalable à tout. Une fois que je sais comment apprendre, je peux le transférer dans toute situation d'apprentissage. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est les premiers résultats qu'on a observés sur ces maternelles qui sont dans des réseaux d'éducation prioritaires renforcés de la ville de Marseille. Globalement, c'est que c'est des pratiques qui sont très peu utilisées par les professionnels
Et la bonne nouvelle, c'est que les premiers résultats semblent suggérer que les professionnels qu'on a formés pendant 18 heures à utiliser des gestes professionnels autour de ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire ma connaissance des propres apprentissages, mes propres mécanismes que j'engage dans les apprentissages, ça a l'air de se transférer sur les compétences mathématiques, que ce soit sur la comparaison des nombres ou sur les additions dans le domaine non symbolique. Donc on a même des transferts. Donc c'est peut-être une voie pour essayer de réduire les inégalités éducatives. Bon, je m'arrête là parce que j'ai prévu beaucoup trop de choses. Je vais surtout vous remercier, et je remercie toujours les membres de mon laboratoire qui travaillent sur tous ces domaines-là et qui essayent de contribuer à la réduction des inégalités éducatives. Merci beaucoup. Et je crois qu'on a même du temps pour des questions. Presque. Oui. Merci beaucoup pour. Oui, on va avoir quelques temps pour les questions ici. Bonjour, Patricia Chalon, je suis présidente de l'association Enfance Majuscule et psychothérapeute par la même occasion. Je ne sais pas qui peut ne pas être d'accord avec vous sur les mots, quelle que soit leur origine. On a fait des études sur le bilinguisme, on voit que les enfants qui sont bilingues apprennent beaucoup plus facilement que les autres, quelle que soit la langue. Donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez ça. Merci. Ah, bah c'est peut-être pas sur la période 0-3 ans, mais sur la période 3-6 ans, c'est vrai qu'il y a quand même encore beaucoup de représentation du fait qu'il faut absolument que les enfants développent leur vocabulaire en français pour pouvoir apprendre à lire en français. Et donc je crois qu'effectivement, il faut vraiment qu'on arrive à marteler l'idée que peu importe, l'enjeu c'est que l'enfant parle et qu'il développe un vocabulaire quelle que soit la langue considérée. Et qu'il n'y a pas de primat du livre non plus. L'enjeu, c'est pas de faire de la lecture parentale, c'est simplement que les familles parlent. Et que quand on est dans les familles notamment qui viennent de cultures dans lesquelles le livre n'est pas un objet culturel en tant que tel, dans lequel il y a finalement un primat beaucoup plus important de l'oralité, il faut bien dire à ces familles, mais raconter des histoires à vos enfants, ça aura exactement le même effet sur le développement de leur capacité langagière et donc ensuite de leur capacité d'apprentissage du langage écrit. Bonjour, Elsa Hervy de la Fédération des entreprises de crèche. Merci pour votre présentation. J'ai personnellement appris plein de choses et c'est extrêmement riche. Alors, c'est une question super intéressée. En ce moment, l'ensemble des professionnels de la petite enfance, on doit donner notre avis jusqu'à vendredi sur un référentiel des pratiques professionnelles et des bonnes pratiques professionnelles. Je fais partie des gens qui ont un peu travaillé dessus aussi ce week-end. Et sur ce sujet du langage, justement, il recommande plutôt pas tout à fait ce que vous avez dit, et de dire aux professionnels, de dire aux parents que c'est important d'introduire aussi des mots en français dans ces familles allophones. Et du coup, ma question super intéressée est, est-ce que tous les gens de toute la photo que vous nous avez montrée là, vous êtes bien au courant qu'il y a une concertation sur ce référentiel des pratiques professionnelles? Et sinon, est-ce que vous avez le temps d'y jeter un coup d'œil d'ici vendredi? Au besoin, on peut vous envoyer les liens. Merci beaucoup. Alors la réponse, c'est que non, on n'était absolument pas au courant. Et la réponse 2, peut-être pas tous les gens de la photo, mais en tout cas celui, et je vais le trouver, mais j'ai un problème de... Voilà, celui qui est le 6e en partant de la gauche de la première ligne, qui s'appelle Alex de Carvalho, qui est spécialiste de l'acquisition du langage oral. Je pense qu'on peut lui demander son avis pour regarder ce référentiel. Je m'engage pour lui, mais j'espère qu'il arrivera à avoir le temps. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Laetitia, juste à côté. Bonjour, j'ai une petite question parce que déjà j'avais très peur tout à l'heure que vous disiez que ce que j'avais évoqué dans mon petit texte sur les neurosciences ne soit pas à jour et je suis très soulagée. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur les lagages synaptiques parce que justement, je sais que ça existe et je le véhicule auprès des professionnels avec qui je travaille, mais j'aimerais en savoir plus sur comment ça fonctionne. Vous disiez que finalement, il n'y avait pas tant de disparition que ça et j'aimerais comprendre un peu mieux. Si, pardon. Il y a de la disparition de connexion entre les neurones, hein, mais elle s'opère effectivement à des rythmes qui durent beaucoup plus longtemps que parfois on peut en avoir conscience. C'est-à-dire que ça va se dérouler sur une vingtaine d'années.
Alors comment elle fonctionne, je peux essayer de vous expliquer les mécanismes biologiques sous-jacents et moléculaires, mais c'est un peu long. Mais globalement, il faut plutôt prendre ça comme l'idée que on est dans une forêt extrêmement dense au début du développement cérébral et que, comme dans toute forêt, il y a des moments où on va passer toujours un peu au même endroit. C'est effectivement le développement de notre expertise. Créer des systèmes experts, c'est aussi créer des systèmes qui utilisent préférentiellement une stratégie dans une situation donnée parce que c'est la plus efficace. Et que finalement, en utilisant toujours la même route dans le cerveau, on va renforcer ces routes-là et au détriment d'autres finalement routes de l'information qui auraient pu se créer dans le cerveau humain. Et de ce fait-là, finalement, vous allez supprimer une partie des connexions. Et d'ailleurs, à ce propos, une des choses qu'on observe, c'est que pour bien se développer, un cerveau humain, il a besoin d'avoir une première phase dans laquelle il laisse ouvert pendant assez longtemps, je dirais, le champ des possibles, c'est-à-dire qu'il ne se spécialise pas trop vite. Et ce qu'on observe, notamment du fait de la pression de l'environnement dans les milieux sociaux les moins favorisés, c'est qu'au contraire, les cerveaux accélèrent leur développement. C'est-à-dire que comme ils sont dans des situations et dans des environnements très complexes à gérer, ils ont besoin de s'adapter très rapidement à ces environnements, et donc c'est des cerveaux dans lesquels la plasticité va décroître plus rapidement que dans d'autres cerveaux, simplement pour se protéger vis-à-vis des contraintes spécifiques que pose l'environnement. D'où l'enjeu, effectivement, d'arriver aussi à sensibiliser les familles sur des points relatifs à notamment le sommeil. Il n'y a pas que la question de l'environnement, il y a aussi un certain nombre de familles, par exemple, qui considèrent que, c'est une étude qui avait été faite il y a quelques années, qui considèrent que l'écran n'a pas d'effet sur le sommeil des enfants. Si, ça a un effet sur le sommeil des enfants. Et donc, il faut faire particulièrement attention à ne pas exposer notamment les très jeunes enfants aux écrans, pas tant sur ce que ça produit au niveau langagier et au niveau du développement cognitif, mais surtout parce que ça affecte le sommeil. Et comme le sommeil est extrêmement important pour le développement cérébral, ensuite, en cascade, ça a des effets sur le développement langagier et sur le développement cognitif. Mais en fait, ce qu'il faut cibler, c'est plutôt le sommeil, la sédentarité, comme deux axes effectivement importants de sensibilisation des parents sur ces domaines-là. Et en soi, les enfants ne dorment pas forcément assez, de façon générale. En termes de régulation, oui. Voilà, il faut que je m'arrête, c'est ça? Je vais devoir effectivement clôturer cette séance de questions. Merci infiniment, Grégoire. Merci beaucoup.